Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du 19 juin 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché, en commençant par les bourses européennes qui ont fini en baisse jeudi. Effectivement, l'augmentation des nouveaux cas de coronavirus dans certains États américains et en Chine faisant bien évidemment craindre un redressement économique moins rapide qu'espéré. Les marchés mondiaux restent quand même préoccupés par la propagation du coronavirus dans plusieurs États américains, dont ceux très peuplés de Californie et du Texas, et surtout dans la capitale chinoise, avec une résurgence qui menace de contrarier justement la reprise économique mondiale. Alors bien sûr, les déclarations de Donald Trump écartant tout nouveau confinement ou celle d'un responsable chinois sur la maîtrise récente d'une vague d'infection à Pékin n'ont pas durablement rassuré. Effectivement, on commence un peu à avoir l'habitude. À chaque fois que les marchés commencent à évoluer dans le rouge, on a soit Donald Trump ou les sbires de Donald Trump, que ce soit Kudlow ou Munchin, qui sortent du bois pour faire des annonces avec un nouveau plan ou qu'il n'y aura pas de deuxième confinement. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils n'en servent strictement rien et qu'en cas de deuxième vague très violente, ils seront malheureusement obligés de reconfiner. Quant à Pékin, eh bien, les déclarations du responsable chinois, pareil, c'est toujours des données à prendre avec des pincettes, étant donné que les chiffres chinois, on n'a jamais vraiment l'information exacte, étant donné que la Chine cherche à tout prix à rassurer, que montrer encore une nouvelle fois que l'économie est forte et va redémarrer, et que Pékin est sorti par le haut de cette crise. Alors, si les marchés boursiers ont actuellement une vulnérabilité majeure, c'est la tant redoutée deuxième vague qui menace de fermer à nouveau les économies. Donc, comme je vous le disais, en fait, c'est bien beau d'avoir des banques centrales euh, qui inondent le système de liquidité, mais si l'économie mondiale s'arrête à nouveau, eh bien, les investisseurs deviendront très nerveux. Donc, pour le moment, on a un marché qui est encore une nouvelle fois inondé par les liquidités, donc ça permet de tenir, mais les liquidités ne vont pas, c'est pas les liquidités pour le moment qui vont permettre de combattre le virus, qui vont créer un vaccin dans l'immédiat. Effectivement, si la propagation de l'épidémie est soit en Chine, elle a plutôt été bien maîtrisée, on est plutôt sur un départ de deuxième vague, alors qu'aux États-Unis, la première vague a été laborieuse, très mal maîtrisée. Étant donné que Donald Trump l'a dit à plusieurs reprises, et haut et fort, en disant que la reprise, enfin du moins l'économie est plus importante que la santé. De ce fait, les États-Unis ont confiné un peu après l'Europe et ont réouvert dans certains États avant l'Europe. Donc, ils ont déconfiné beaucoup trop tôt, ce qui fait que il y a encore un risque qui pèse sur une nouvelle vague. Et on n'est pas aussi à l'abri d'une troisième vague de coronavirus si les politiques, on va dire, gèrent mal le problème. Donc pour le moment, dans certains pays comme, enfin, du moins dans certains oui, pays en Europe, on a su plutôt bien maîtriser la pandémie. La Chine, elle aussi, a dans l'ensemble bien maîtrisé la propagation du coronavirus. Toutefois, eh bien, si on prend par le passé les précédentes épidémies, comme la grippe espagnole, eh bien, on a, dans l'étude des pandémies, on a souvent plusieurs vagues, une deuxième vague, une troisième vague. Et donc, forcément, si la première vague est mal gérée euh, dans certains pays, comme en Inde, comme au Brésil, comme aux États-Unis, eh bien, le risque d'avoir une deuxième vague est très important. De ce fait,
les marchés commencent un peu à s'inquiéter du fait d'un nouveau confinement qui risquerait encore une fois de paralyser l'économie. Donc, en cas de deuxième vague, on serait plus sur une chute de PIB en France, imaginons de 11%, voire de 12%, mais on serait quasiment à un PIB avec une contraction du PIB de moins 14, voire moins 15%. Donc effectivement, le retour du bâton peut être extrêmement violent. Quant à la bourse de New York, elle a terminé sans direction claire au terme d'une séance hésitante justement, où les investisseurs ont tenté d'évaluer l'impact de chiffres suggérant une résurgence des cas de coronavirus et une reprise économique qui pourrait être plus lente qu'espérée. Car oui, forcément, en cas de deuxième vague, il y aura des gestes, même si on n'a pas forcément de nouveau un confinement, donc qui paralyserait le pays, en cas de deuxième vague, il y aurait des gestes barrières à adopter. Et donc forcément, ce serait moins de monde dans les magasins, plus d'attente dans les boutiques, et la production serait aussi plus lente. Et donc la reprise sera encore une fois plus lente qu'espérée. Pour le moment, le marché continue de croire à une reprise en V de l'économie, malgré les mises en garde du FMI, de l'OCDE, de la Fed, même d'autres institutions bancaires. Donc, ces institutions disent que non, la reprise ne sera pas aussi rapide, les taux vont rester bas jusqu'en 2022, voire jusqu'en 2023, car l'économie va mettre du temps à se relever, mais pour les marchés, pour les investisseurs, ce n'est qu'un phénomène éphémère et l'économie va encore une fois repartir de plus belle d'ici les semaines, voire les mois à venir. Donc encore une fois, seul le temps nous dira si oui ou non les marchés ont eu raison ou se sont tout simplement lourdement trompés. Et dans ce cas-là, ce serait un retour à la réalité assez brutal. Autre secousse du jour hier, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, publiées par le département du travail, ont diminué moins que prévu la semaine dernière, confirmant, encore une fois, que la reprise de l'économie s'annonçait lente et difficile après la récession provoquée par l'épidémie de coronavirus. Le nombre des inscriptions au chômage a certes baissé à environ 1,5 million lors de la semaine du 13 juin contre un peu moins d'1,6 million la semaine précédente, mais les économistes attendaient en moyenne un recul plus important, de 1,3 million. Là, actuellement, on a eu 1,5. Donc, ce qui montre bien que même l'emploi, ça risque d'être compliqué. Et on pourrait avoir en plus avoir une surprise au prochain NFP début juillet, étant donné qu'il y a eu une erreur dans le bureau des statistiques, ce qui fait que le chômage pourrait en plus être révisé à la hausse. Actuellement, il est à 13,7. Il risquerait de basculer à 16% si le rapport du NFP est revu. Enfin, l'activité économique dans la région de Philadelphia, en revanche, renouée avec la croissance en juin, avec la levée progressive des mesures de confinement. Une amélioration bien plus forte qu'attendue selon l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale des États-Unis. C'était l'élément positif de la séance d'hier. Côté macro, on a eu la livre sterling qui a perdu quand même 1% face au dollar après la décision de la Banque d'Angleterre, donc la BOE, d'augmenter le montant de son programme d'achat de titres sur les marchés à 745 milliards de livres sterling, soit 830 milliards d'euros. Effectivement, la Banque d'Angleterre ajoute 100 milliards de livres au programme d'achat d'obligations pour lutter contre le ralentissement du coronavirus. Alors, les décideurs politiques dirigés par le gouverneur Andrew Bailey ont voté à 8 contre 1 pour stimuler les achats, tout en maintenant le taux d'intérêt de référence, donc les taux directeurs, maintenus à un niveau record de 0,1%. Toutefois, on avait l'économiste en chef qui n'était pas d'accord sur l'expansion du quantitative easing.
Effectivement, en rajoutant les 5 milliards, on obtient le bilan. Donc ici, c'est le bilan de la BOE, donc de la Bank of England, par rapport, qui représente maintenant désormais quasiment 30% du PIB au Royaume-Uni. On a eu quand même une expansion assez violente, mais un peu partout, hein, dans la Fed, c'est pareil. Hein, l'accroissement de son bilan en passant de 4 000 à 7 000 milliards, on a atteint maintenant quasiment 32% du PIB américain. Là, on est quasiment à 30%, 29,7%. Et en Europe, la Banque centrale, il me semble qu'on n'est pas loin des 46% du PIB européen. Donc effectivement, on a eu une expansion des bilans des institutions pour tenter de sauver l'économie. Et derrière, effectivement, ça entraîne, une expansion, on va dire, du QE, en fait, donc des injections de liquidités sur l'ensemble des marchés. Ici, c'est le S&P 500 par rapport aux bénéfices par action. Et en fait, on a eu une intervention de Ray Diallo hier. Et Ray Diallo, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des plus grands fonds spéculatifs au monde. C'est un gestionnaire de fonds assez reconnu. Et il indique dans une note que le marché boursier pourrait être au bord d'une décennie perdue pour les investisseurs, tout simplement car la mondialisation a déjà atteint son apogée. Effectivement, il pense que la tendance à la hausse des bénéfices des entreprises qui dure depuis des années, eh bien, pourrait connaître finalement un retournement de tendance sur plusieurs années, entre autres exacerbé par la pandémie de Covid-19. En gros, la mondialisation, qui est peut-être le plus grand moteur de la rentabilité des pays développés au cours des dernières décennies, a atteint son apogée. Effectivement, l'économie est cyclique. On a des cycles boursiers qui durent en moyenne 7, 8, 9 ans. Et depuis 2009, on assiste en fait à un cycle haussier le plus long de l'histoire, puisque ça fait quasiment 11 ans que nous sommes dans un marché haussier. Le marché a failli caler, et en fait, le marché commencé à caler depuis 2018. Voilà, la première chute qu'on a eue ici en 2018. Donc, ce qui montre que l'économie était à bout de souffle, on était en fin de cycle économique et qu'on tenait grâce à quelques petites perfusions de la part des banques centrales de temps en temps qui nous disaient que l'économie allait bien, mais bon, dans le doute, on va remettre quand même quelques injections de liquidités pour faire tourner le marché. Le Covid, derrière, c'était forcément une étincelle, un catalyseur qui fait que finalement, on a eu un retournement de marché. Certains vous diront que oui, le Covid n'est pas une crise économique, mais le Covid est un catalyseur. Et ça n'empêche pas que nous étions quand même en fin de cycle. Et donc, on parle de reprise économique, mais en fait, on parle de reprise économique dans une fin de cycle économique. Effectivement, si on était ici en fin 2000 et qu'on a vu un Covid en 2001, 2002 ou en 2009, ce n'est pas pareil que d'avoir un Covid en fin de cycle économique. Là, on est vraiment on peut parler de reprise économique. Effectivement, on sortait d'une récession, pareil. Là, on était dans un cycle de surchauffe. Donc, on parle de reprise économique, mais on est en fait sur une fin de cycle économique et on tente de redémarrer une fin de cycle économique. D'où le jeu un peu dangereux auquel se prêtent les banques centrales
en injectant massivement des liquidités sur les marchés, en gonflant encore une fois les actions, les bénéfices, et qui crée cette décorrélation extrêmement extrême entre des actifs survalorisés, donc le S&P 500, et les bénéfices à venir qui sont quand même en chute libre. Donc ce qui tend énormément cet élastique, et forcément, ça peut créer quelques chocs et des marchés extrêmement dangereux comme on le connaît actuellement. Ray Diallo, il explique aussi que le conflit entre les États-Unis, la Chine et la pandémie mondiale accélère encore plus les mouvements des multinationales vers la délocalisation et la duplication des chaînes d'approvisionnement, en mettant l'accent sur la fiabilité plutôt que la seule optimisation des coûts. Et les marges bénéficiaires des sociétés américaines peuvent être ainsi menacées. Et effectivement, en fait, le niveau de la dette corporative devrait augmenter. C'est un peu ce qui se passe actuellement avec le prêt garanti par l'État. Donc, en quelque sorte, les boîtes vont appartenir à leurs créanciers, qui vont être l'État. Donc, on va assister à une sorte de nationalisation. On a des boîtes qu'on tente de sauver, qu'on a déjà sauvé à de nombreuses reprises, et derrière, finalement, on se rend compte que ça ne repart pas. Renault a déjà été sauvé à plusieurs reprises par l'État, Renault est une nouvelle fois sauvé. Est-ce que Renault va redémarrer derrière vraiment? On n'a aucune certitude. Air France a déjà été sauvé une première fois. Air France est encore cette année sauvé par l'État. Qu'est-ce qui nous dit que dans 3, 4 ans ou même 2 ans, ces boîtes-là ne vont pas être encore une nouvelle fois sauvées par l'État? Donc, on crée en fait, à travers ces injections de liquidités, tout simplement, on essaye de gagner du temps pour le moment. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on gagne du temps. Les banques centrales pensent pouvoir résoudre l'ensemble des problèmes, mais très clairement, elles ont trouvé la porte d'entrée, mais elles n'ont pas une porte de sortie. Donc, elles se sont un peu, étant donné que elles pensent que tenir le marché, effectivement, parce que si la valorisation des actifs commence à chuter, eh bien, ça va créer des licenciements. Donc, en quelque sorte, les banques centrales ont bien conscience qu'en injectant massivement des liquidités, il y a un risque de créer une bulle spéculative à l'intérieur d'une récession historique, mais toutefois, si elles ne le font pas, elles craignent en fait des licenciements et des faillites. Donc, on est un peu confronté, encore une fois, ce qui montre qu'on est confronté à un système extrêmement fragile. Et donc, ces liquidités qui ont soutenu la hausse des cours durant les dernières semaines sont alimentées en quelque sorte par des espoirs de reprise et en aucun cas, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le système reste quand même très fragile et porteur de risques. Et en injectant massivement des liquidités, eh bien, on n'a aucune certitude derrière que l'économie va repartir à plein régime, étant donné qu'on est dans un fin de cycle économique et qu'on était dans un fin de cycle économique, et que les prêts garantis par l'État on veut dire que les prêts garantis par l'État, il n'y a aucune assurance derrière que les entreprises repartent. Bien au contraire, on a quand même des plans de licenciement au sein de Renault, au sein de Air France. Donc, effectivement, encore une fois, on constate que l'argent, les liquidités ne sauveront pas forcément le système actuel et que notre système reste fragile et porteur de risques. Et effectivement, le fait que la mondialisation, principal moteur de la rentabilité mondiale au cours des dernières décennies, eh bien, en fait, on a atteint déjà un sommet. Et effectivement, depuis 2008, ici, on patinait. On a certes gagné, on a fait une frayeur, on est remonté, mais on sentait que ça coinçait.
On sentait que ça coinçait, qu'on avait beau faire des réformes fiscales, quelques injections, mais au bout d'un moment, voilà. La croissance n'est pas non plus illimitée, hein. Pour rappel, avant le Covid, la croissance américaine, c'était 2,5%. La croissance française, on était aux alentours de 1,5%, 1,3%. Donc, parler de reprise économique, sachant que l'économie était déjà à bout de souffle, même si l'économie redémarre derrière, l'économie ne va pas repartir sur les chapeaux de roue. Hein, on n'avait pas une croissance extraordinaire avant le Covid. C'est aussi ça qu'il faut retenir. On n'engendrait pas des croissances à 3, 4, 5% annuels. Donc, encore une fois, plusieurs personnes, du moins, tirent la sonnette d'alarme en disant attention, on est quand même dans une fin de cycle et la rentabilité à venir a atteint déjà, enfin, du moins a déjà atteint un sommet, donc prudence sur la valorisation des actifs. Côté graphique, tout de suite, passons avec le CAC 40. Séance plutôt importante, assez importante, étant donné que nous avons les 4 sorcières. Pour rappel, les 4 sorcières, c'est l'expiration des contrats futurs et des options en partie sur les indices à plusieurs heures de la journée. Où en sommes-nous? Eh bien, on tente d'aller fermer le gap. Voilà. Mais pas grand-chose, hein. Une semaine de range finalement sur l'indice. Sur les 61,8, toujours sur les 61,8, 5020. Un gap à les fermer au-dessus de la tête, un gap sous les pieds, toujours ce scénario de ABC qui pourrait encore prendre forme. Et pour le moment, on est vraiment dans une zone de neutralité. Vraiment, voilà, on est venu prendre appui, on est en plein pullback finalement, enfin, on reteste de cette oblique haussière. Et d'un point de vue de l'Ichimoku, effectivement, bon, on est compressé entre les 5050 et les 4930 et c'est oblique. Donc si on dézoome, voilà, 4930 ici, 5050 juste au-dessus, c'est le niveau à peu près par ici. Et on a cette oblique qui freine pour le moment la hausse. Donc assez neutre sur l'indice pour le moment. Le marché, à mon avis, a besoin d'un nouveau catalyseur. Le marché est entre autres tiraillé entre les incertitudes et les craintes concernant la nouvelle vague, le risque d'une deuxième vague de pandémie et la reprise tant espérée en V de l'économie. Mais pour le moment, on est vraiment neutre sur le CAC 40. Je garde encore en tête ce scénario de potentiellement de ABC, qui n'est pas invalidé. Mais pour le moment, on n'a pas cette vague C qui est en train de se mettre en place. Donc, pour moi, ce scénario sera invalidé si on fait une clôture au-dessus des 5050 points. Dans ce cas-là, on aurait potentiellement un range en fait à venir. Alors, on pourra avoir un très gros range et repartir. Donc, effectivement, si on casse les 5050, direction les 5200. Dans le cas contraire, scénario A, B, C, pour venir taper et prendre appui, en fait, sans parler d'un retournement de marché, mais venir prendre appui sur la borne basse du canal haussier. Voilà. Scénario de correction en ABC, et on viendrait voilà, vers les 4700, 4660, prendre appui une nouvelle fois sur la borne basse du canal. Le DAX, c'est exactement le même scénario. C'est du CAC en un peu plus puissant, étant donné qu'ici on a fait un excès, hein, on est sorti par le haut de ce canal, derrière on a réintégré.
même constat, hein. Donc soit scénario de range à venir, comme cela, ou pour le coup, ici on est venu combler le gap. Le DAX a subi quand même hier la chute de Wirecard, qui a décidé de reporter sa conférence et de présenter un peu ses résultats annuels une nouvelle fois, donc qui laisse à supposer qu'il y a des soupçons de fraude dans les comptes. Pour vérifier, le titre a perdu. On perd encore 43% ce matin, c'est pas rien. Hier, on a perdu 61%, et ce matin, on en perd 43%. Donc effectivement, ça plombe un peu le DAX, une véritable chute libre du titre. Donc forcément, voilà, ça pèse un peu sur l'indice allemand. Alors, pour revenir sur le DAX, même scénario que le CAC. Hein, ça a la même tête, le DAX était certes un peu plus puissant, le rebond plus violent, mais on est dans le même scénario. On a un gap ici, au-dessus de la tête, on est venu le combler. Encore, pareil, venir faire une ABC, et dans ce cas-là, prendre appui sur la borne basse. Et dans le cas contraire, au-dessus, pour moi, une clôture au-dessus des 12 520, 12 530, eh bien, permettrait de retourner en fait sur cette borne haute du range en direction des 12 880. Le Dow Jones. Le Dow Jones qui a terminé à l'équilibre à peu près, on va dire. Toujours des signaux de retournement qui sont en place, hein, que ce soit en hebdomadaire avec notre moyenne mobile 50 qui vient buter, qui vient coiffer les prix encore une nouvelle fois. Bon, d'un point de vue de l'Ishimoku, on est en plein dans le nuage. On a certes ici un chantier de retournement avec le Dark Cloud Cover. Toutefois, pour le moment, le marché tient. Malgré le fait qu'on ait toujours cette Island Reversal, pour moi, elle est toujours validée, elle n'est pas invalidée, étant donné que le gap n'a pas été comblé. Donc, tant que ce gap-là n'est pas comblé, eh bien, ce pattern de retournement pourrait, encore une fois, amener une correction baissière. Par contre, il faudrait vraiment qu'on enfonce l'oblique et qu'on vienne casser la Kijun. À chaque fois, on est venu prendre appui ici sur la Kijun. Donc là, on a une grosse zone située vers 25 180, 25 360. On aurait aussi la moyenne mobile 50 au cours des jours à venir qui viendrait s'aligner et remonter sur ce niveau. C'est le pivot. Voilà, si on casse cette zone couplée là, derrière, on a vraiment un risque de dégringolade pour venir combler dans un premier temps le gap qui a été laissé ouvert vers les 23 720. Et sinon, si le gap est comblé, eh bien, ce serait une poursuite de la hausse, toujours en évoluant à l'intérieur de ce biseau ascendant. Concernant le Forex, on va regarder quelques paires en euros, hein, pour terminer la semaine. L'euro qui corrige. Hein, on avait cet avalement baissier, toujours en place avec cette divergence baissière qui invite à une correction un peu plus profonde. Ici, on avait quand même une divergence Tenkan Kijun. Actuellement, l'euro se replie et techniquement, l'objectif, ce serait d'aller chercher, de venir prendre appui sur le plat Kijun, qui représente 50% du dernier retracement, de la dernière vague de hausse. Ici, on teste le support, si ça casse, techniquement, on devrait venir prendre appui, on aurait cet effet élastique, la Kijun attirerait les prix, et on serait de retour sur les 1,11, et pourquoi pas faire un peu une mèche sur excès en direction des indices 75. Effectivement, donné 4 heures, on avait aussi cette épaule, tête épaule, on est un peu en train de valider là, c'est vrai que ça fait un peu le graphique qui est chargé, mais ici ça fait une épaule, tête, épaule, et là on est en train de casser. Donc effectivement, la cassure de cette oblique eh bien, devrait permettre une accélération vers les prochains niveaux de support. L'euro GBP, forcément, l'euro s'est envolé hier.
suite à la décision de la Banque d'Angleterre, et on assiste à une sortie de range par le haut. Techniquement, hier, on est venu casser ici, clôture au-dessus de la borne haute du range, pullback, et là ça repart. Donc techniquement, fin de consolidation, comme ici, ça consolide, ça casse, ça part, ça consolide, donc on est dans une tendance haussière. Le marché pourrait se diriger dans un premier temps. Le premier objectif pour moi, ce serait les 0,9160. Donc juste ici. Et derrière, c'est de retourner tester la borne haute du range hebdomadaire. Voilà. Donc, les 0,9160, on se rend compte que c'est pas forcément un gros niveau technique, ça correspond à pas grand-chose. C'est un objectif théorique. Toutefois, l'objectif derrière, étant donné qu'on est dans un range de moyen long terme et qu'on a effectué une rotation ici partielle, eh bien, le but c'est de retourner sur la borne haute. Donc d'aller chercher en fait les 0,93, 30, 0,93, 20. Donc, objectif théorique de sortie de range, c'est les 0,9160. Objectif de moyen terme, selon la théorie du trading range, c'est de retourner chercher les 0,93, 25. Euro CHF qui cède du terrain et l'euro risque de retourner sur ses plus bas annuels. Étant donné que, alors en hebdomadaire, on va quand même regarder le graphe hebdo. Donc ici, on a une cassure qui jaune dans le sens de la tendance, on a quasiment une cassure, bon, c'est dommage, mais on n'a pas le mouvement cassure Tenkan qui jaune dans le sens de la tendance. Là, c'est soit une Kijun, et en plus, c'est pas un plat Kijun, c'est une Kijun orientée à la baisse. Et là, ça se fait un peu en deux temps. Toutefois, dynamique baissière. Dynamique baissière. Donc, le marché a digéré le plan franco-allemand, le marché a digéré le plan de la Commission européenne, et le marché a digéré le PEPP de la BCE. Donc, suite à ça, eh bien, recrudescence de nouveaux cas de Covid en Chine et aux États-Unis. Reprise en V tant espérée, pas si sûr que cela selon le FMI, l'OCDE, la Banque centrale, enfin bref, pas mal d'institutions à travers le monde qui invitent en tout cas à la prudence sur une reprise en V, des gestionnaires de fonds comme Ray Diallo, qui est quand même assez écouté dans le monde de la finance, qui indique aussi qu'on est quand même sur des niveaux de valorisation assez élevés et que l'économie était déjà dans une fin de cycle. Donc, compliqué d'avoir une reprise si forte qu'espérée. Donc forcément, face à ces doutes et ces incertitudes, le franc suisse se renforce et l'euro chute. On a retracé où en sommes-nous sur l'euro. Bon, ici, on avait notre ravalement baissier avec notre divergence 4 heures. L'objectif a été atteint. Derrière, on a retracé en fait 61,8 du retracement de la dernière vague de hausse. Donc, techniquement, en fait, deux scénarios à venir sur l'euro. Premier scénario, c'est selon les retracements de Fibonacci, quand on enfonce les 61,8, il y a une probabilité, pas 100%, mais il y a une probabilité qu'on retrace tout le mouvement. Dans ce cas-là, on est sur le fil du rasoir ici. Si on enfonce les 61,8, derrière, on va tout retracer, donc retour sur les plus bas, retour sur les 1,05, et là, ce sera potentiellement intéressant de chercher des achats, étant donné que la BNS défend ce seuil. Donc, arrivé ici sur les 0,5, seuil psychologique, officieusement, la BNS défend le seuil de 1,05. Donc, niveau intéressant pour chercher, positionner pour des achats, pour tenter des rebonds. Donc ça, c'est le scénario de cassure des 61,8, accélération, on retrace tout le mouvement haussier. Deuxième scénario, c'est un range. Il y a de l'hésitation et on pourrait très bien en fait partir dans un range.
ici. En plus, on a la moyenne mobile 200 derrière. Je vais quand même la mettre pour vous la montrer. Voilà, vous voyez, on est pile sur la moyenne mobile 200 ici qui vient coiffer la borne basse du range. Donc, à surveiller. Je vais me remettre la moyenne mobile 50. Donc, on a la moyenne mobile 200 en données 4 heures. Il vient soutenir les prix. Et derrière, on pourrait en fait très bien partir dans un range. Un range compris entre les 61,8 et les 38,2. À surveiller. Là, vraiment, c'est encore trop tôt pour affirmer qu'on a un scénario de retournement. Pour le moment, il n'y a rien du tout. Au contraire, on est en train d'enfoncer les 61,8. On a juste la moyenne mobile de 104 heures qui est en dernier rempart. Si ça tient et qu'on se fait une belle bougie qui avale, eh bien, trading range entre les 61,8 et les 38,2. Par contre, si on enfonce et que ça casse, derrière, ce serait plus scénario de retracement à 100% du rallye haussier du mois de mai, donc retour sur les 1,05. Eurocad, range, encore une fois, range. Le Forex, c'est un marché de range, donc phase de trading range juste ici. Comme cela. On fait le yo-yo. Clairement, on fait le yo-yo. On a un gros niveau de support. Bon, clairement, voilà, c'est les 1,50-90. Si ce niveau cède, c'est direction les 1,47. Voilà, l'euro tient. Voilà, le niveau à surveiller pour un trade swing, je dirais, c'est le niveau des 1,50-90. Cette cassure là devrait vraiment entraîner un rallye assez puissant en direction des 1,47 pour venir prendre appui sur cette zone juste ici. Mais pour le moment, range, et voilà, soutenu par ce plaquis jaune juste ici. Les Chikou qui bute et qui vient jouer un peu avec la borne haute, enfin du moins le haut du nuage, donc forcément ça empêche aussi plus de baisse. Et derrière, si on affine en données 4 heures, on est dans un range. Voilà. Donc encore une fois, chercher des signaux de retournement. Là actuellement on se dirige sur la borne basse, donc chercher des signaux de retournement sur la borne basse pour mettre en place encore cette stratégie de trading range. Et au contraire, en cas de cassure, eh bien, se positionner pour jouer une accélération baissière en direction du niveau de support, en direction des 1,47,15. Le gold. Le gold. La semaine a été molle pour le gold, on va dire, étant donné que rien n'a changé. Le plan reste toujours le même en soi. On est dans un range, phase de trading range. Il y a beaucoup de range encore une fois. Hop, ici, on va le retracer à nouveau. Et donc, il ne se passe pas grand-chose. C'est une bataille entre acheteurs et vendeurs sur un milieu de range, pour le moment. Donc, patience. Pour le moment, certains sont peut-être positionnés sur la borne basse, certains attendent peut-être la borne haute. Pour le moment, ici, à part si vous faites du scalping, il n'y a pas grand-chose à faire sur le gold. Le niveau technique à surveiller reste le niveau des 1750 pour permettre l'accélération en direction des 1800, des 1815. Pour le moment, on est un peu dans une phase léthargique, on va dire, même si on a une belle dynamique haussière, même si l'or a encore de beaux jours devant lui. À court terme, d'un point de vue trading, il ne se passe pas grand-chose pour le moment. Donc, on surveillera ces deux niveaux dans les jours à venir. Logiquement, on devrait avoir une cassure par le haut du range, étant donné que la tendance est haussière et que le contexte actuel plaide aussi pour une poursuite de la hausse. Mais le marché ne parvient toujours pas à franchir les 1750. Donc pareil, peut-être qu'on aura besoin d'un petit catalyseur, d'une nouvelle news à venir sur le gold pour vraiment déclencher un nouveau rallye vers de nouveaux plus hauts annuels. Le Brent, trading range, finalement c'est la semaine du trading range, un peu partout, Forex, Gold, pétrole. On sent que le marché hésite cette semaine, on sent que le marché
eh ben, il a été dopé hein, suite à l'annonce de la Fed en début de semaine, BCE, États membres de la zone euro, Commission européenne. Donc au bout d'un moment, euh, il est un peu gavé. Et il en veut plus, le marché, tout simplement. Il en veut plus pour monter. Et donc là, trading range, encore une fois, on se rend compte que le Brent, phase de trading range, entre 37,3 et 44,5. Donc, est-ce qu'on va se faire un double top derrière si ça casse direction les 32? Pour le moment, c'est encore trop tôt. Mais bon, voilà, nuage qui se met à plat, twist, donc phase de trading range. Actuellement, fin de la tendance haussière. Deuxième phase, phase latérale. On peut très bien poursuivre la tendance pour le moment, étant donné qu'on a ce gap ici à venir chercher, là, juste là, à 45. Donc c'est pour ça, trading range, prudence si on a un excès derrière pour juste venir combler le gap et que ça recorrige, là on aurait vraiment le sentiment que les vendeurs sont sortis du bois et que tentent de retourner le marché ou prendre l'ascendant psychologique. Donc on peut continuer à monter, il y a de la place, il y a un niveau clé à venir chercher. Clairement, c'est le comblement. Là, on a fait un comblement partiel et ce serait bien de venir combler complètement le gap. C'est pour ça que le marché semble être attiré en tout cas et tente de nouvelle fois de reconquérir la borne haute. Et je garde dans un coin de ma tête le fait qu'on ait que le gap ne soit pas complètement comblé. De ce fait, les prix sont attirés par les trous de cotation. Et au contraire, il faut surveiller la borne haute. Ici, changer de retournement, trading range, cassure pour aller chercher le gap. Et derrière, on n'est pas à l'abri d'un excès. Et derrière, on peut juste pour réintégrer en fait. Juste pour venir chercher le gap et derrière, finalement, repartir dans cette phase de consolidation. Le light, c'est exactement la même chose. Voilà, là, on est sur la borne haute. On est sur la borne haute, ici, mais il manque 50 centimes. Il manque 50 centimes. Est-ce que le marché va avoir la force d'aller chercher la borne haute? Ou au contraire, est-ce que là, si on se fait une deuxième bougie, il va nous faire une étoile du soir sur borne haute et finalement consolider? Voilà où est-ce que nous en sommes sur le Brent. À surveiller, surveiller les chandeliers de retournement, si oui ou non, garder dans un coin de sa tête que si le marché part et casse, attendre une vraie bougie flux, étant donné qu'on a le gap qui est juste au-dessus, donc on pourrait juste venir comme le gap, repartir dans l'autre sens, et qu'au contraire, peut-être qu'il va encore caler une deuxième fois et faire comme ici un pendu, et derrière partir à la baisse. Donc là, on est sur une formation un peu d'étoile filante pour le moment. C'est vrai que si on a une bougie flux dans l'autre sens, on formera une étoile du soir, et donc on aura un signal technique de retournement, et donc de retour à l'envoyeur, donc stratégie ping-pong. Pour terminer, le Bitcoin, il se passe strictement rien, en fait. Donc, même... J'ai pas sauvegardé. Je vais enlever cet oblique. Sentiment qu'on a un range, mais il se passe rien. Un sentiment de range. Mais on est au même point de départ que lundi. Sauf que lundi, bon, on a eu une annonce de la Fed qui a dopé les marchés, quand les marchés ont chuté de 7% la semaine dernière. Donc forcément, encore une fois, les injections de liquidités profitent aussi à la crypto-monnaie. Donc on a sauvé la moyenne mobile 50 et la zone de polarité, mais sinon, depuis le début de la semaine, même plusieurs séances, il se passe strictement rien. Donc, toujours au même point de départ. Donc, à part me répéter, je vous invite tout simplement à réécouter les précédents briefings des marchés sur le Bitcoin, parce que je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que j'ai le sentiment que le flux haussier s'essouffle. D'un côté, j'ai le sentiment que ça s'essouffle, mais d'un côté, on est en train de dégonfler l'indicateur RSI.
aussi. Donc les marchés aiment bien faire ça. Quand ça sature, on est en train de dégonfler l'indicateur RSI. Vous voyez qu'on est au même niveau, seulement que eh bien l'indicateur hein, il est sorti d'une zone de 80 et on est sous la zone des 50. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant dans les phases de consolidation, c'est que ça permet de dégonfler les indicateurs qui étaient un peu saturés pour donner une nouvelle impulsion derrière. Mais ça contredit. Alors oui, il y a cet élément qui plaide, en tout cas pour une hausse, étant donné qu'on dégonfle les indicateurs. Mais si on oublie le RSI, qu'on regarde les prix, on voit que le marché est lourd. Un breakout avorté, deux breakouts avortés, 3, 4, ici. Donc voilà, donc on n'est pas seulement dans une phase de consolidation, on est aussi sur des acheteurs qui sont maintenus en échec à de nombreuses reprises sur des niveaux techniques clés. Et donc pour le moment, moi ce qui m'intéresse, c'est les 10 130 en clôture ou la cassure des 9000. Voilà. Sinon, pour le moment, neutralité sur le marché, avec un sentiment que les acheteurs sont en train de perdre la main. Voilà. Donc on essaiera de faire pareil, mais le marché attend un catalyseur en fait, comme sur beaucoup de, comme sur le pétrole, comme sur le gold, on est dans des ranges en fait. Le marché en veut plus. Le marché maintenant, voilà, il a été dopé, il en a eu des annonces, mais il en veut plus. Le marché est un peu une sorte d'ogre et a besoin sans cesse de news, de catalyseurs pour monter un peu plus haut. Et donc là, c'est un peu le sentiment que j'ai sur le pétrole, le gold, sur le BTC, sur certaines paires de Forex, on est dans des ranges. Il y a de l'hésitation est encore là, on a des plans certes, mais le marché hésite et le marché en veut plus, tout simplement. Donc dans 2 semaines, bon, ça ne devrait pas influencer sur le cours du Bitcoin, mais dans 2 semaines, il y a les résultats des sociétés au trimestre, enfin pour le second trimestre. Donc c'est le prochain catalyseur. L'été s'annonce chaud en tout cas sur les marchés. Les bénéfices à venir risquent de créer quelques surprises. Et donc, on n'est pas à l'abri de warning, de profit warning sur certaines sociétés ou des entreprises qui ont pris un peu trop la confiance, on va dire, comme Apple. Et on n'est pas à l'abri de quelques surprises et de bilans assez laborieux au second trimestre pour pas mal de titres et des prévisions aussi assez sombres et des perspectives qui pourraient pénaliser justement les titres qui se sont un peu enflammés au cours des dernières semaines. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades. On se retrouve lundi pour faire un nouveau point sur les marchés. N'oubliez pas de vous inscrire à la formation de trading avec Khalid El-Bouzidi, auteur de 3 ouvrages à succès sur l'indicateur Ichimoku. Donc il sera mon invité mercredi à 14h et il répondra à toutes vos questions sur l'indicateur et sur le trading range. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end, soyez prudents sur les marchés et on se retrouve la semaine prochaine pour tenter de décrypter ces marchés assez compliqués.